bien, sous ce titre un peu austère, La société industrielle et la guerre, Raymond Aron nous livre une méditation sur l'un des problèmes, l'un des thèmes contemporains qui sont encore malheureusement le plus brûlant, à savoir la guerre et, en un certain sens, on peut dire l'absurdité de la guerre. Comme tous les livres de Raymond Aron, c'est un essai qui respire l'intelligence, qui donne au lecteur, d'ailleurs, l'impression toujours très agréable, après avoir lu le livre, qu'il est devenu aussi plus intelligent qu'il n'était au début. Raymond Aron a bien voulu venir ce soir le commenter. Je crois qu'on pourrait dire, Monsieur Aron, que ce livre est la réflexion d'un sociologue au milieu de ce siècle sur ce qu'est ce siècle par rapport à ce que prédisaient qu'il serait d'autres sociologues au milieu du siècle dernier. Oui, il est difficile pour quelqu'un comme moi qui, depuis une trentaine d'années, essaye passionnément de comprendre le siècle et le train de l'histoire humaine, de ne pas avoir été obsédé par la guerre. Non pas parce que j'ai un goût particulier pour la guerre, peut-être pour la raison contraire, mais parce que nous vivons au XXe siècle. Alors cette réflexion sur la guerre a pris une forme particulière pour des raisons accidentelles. La Société Auguste Comte de Londres m'avait demandé une conférence en l'honneur d'Auguste Comte et j'ai trouvé qu'il était juste de choisir un thème qui avait l'air de mettre en lumière une erreur énorme d'un grand homme, puisque Auguste Comte annonçait avec une confiance extrême que les grandes guerres n'auraient plus lieu dans l'avant-garde de l'humanité, c'est-à-dire pour lui, l'humanité occidentale. Mais il y a des compensations, car il avait dit aussi aux Européens de ne pas conquérir militairement le reste du monde. Il leur avait dit que la civilisation occidentale deviendrait mondiale, mais à condition qu'elle ne fût pas conquérante. Alors j'ai pensé que méditer sur la société universelle d'aujourd'hui, à la lumière de l'erreur et de la prophétie d'Auguste Comte, pouvait avoir un certain sens. Qu'est-ce que vous entendez par société universelle exactement? Oh, quelque chose de très simple. C'est, je crois, pour la première fois dans l'histoire qu'il y a une diplomatie planétaire, c'est-à-dire que tous les continents, tous les grands peuples font partie du même champ diplomatique. Vous vous souvenez peut-être d'une anecdote du siècle dernier, lorsque l'ambassadeur de Sa Majesté britannique a été voir l'empereur de Chine en lui demandant de faire du commerce. L'empereur de Chine a répondu à l'ambassadeur de Sa Majesté britannique qu'il était très gentil, qu'il n'avait que de bons sentiments pour lui, mais qu'est-ce que l'Angleterre pouvait apporter à la Chine que celle-ci ne possédant en beaucoup mieux? La Chine était fermée, n'avait pas idée qu'il y avait une autre humanité en dehors. Et puis un demi-siècle plus tard, c'est les Européens qui avaient le sentiment qu'il n'y avait pas d'humanité en dehors de l'Europe. Eh bien aujourd'hui, toutes les parties de l'humanité vivent ensemble. Elles vivent, pour ainsi dire, dans la même société, mais elles sont en même temps profondément divisées. Et c'est une société universelle divisée, c'est, je crois, le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous y traitez de la guerre, bien entendu, mais que cette méditation sur le thème de la guerre prend tout son sens, parce qu'au fond, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas la guerre, mais la paix. Et vous essayez de définir les conditions de l'établissement dans le monde d'une paix réelle, une paix qui ne soit pas seulement la non-guerre, car actuellement, on peut dire que la paix est un peu l'absence de guerre pour l'instant. C'est ça, mais je dois dire qu'il ne faut pas mépriser la non-guerre. Enfin, non, certes pas. Acceptons la non-guerre dans laquelle nous vivons, et puis risquons ce que j'appelle une expérience mentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait, dans l'abstrait, pour passer de la non-guerre à la paix. Alors, selon vous, que faudrait-il? Je pense que la première condition, la plus simple, c'est d'atténuer l'écart des niveaux de vie. Il y aura des facteurs permanents de tension, aussi longtemps qu'il y aura une portion de l'humanité, enfin un petit tiers, qui vivra dans une sorte de richesse, et les deux tiers qui vivront à la limite de la misère. Je pense que la deuxième condition nécessaire, c'est la formation de véritables sociétés politiques. En Europe, il y a des nations qui ont une existence. En Afrique, dans une partie de l'Asie, il y a des populations qui essayent d'accéder à la forme de la nation, qui est une forme européenne à diffusion actuellement universelle. Et il y a des violences qui sont liées à la formation des groupes nationaux. Et puis il faut certainement aussi que le grand conflit idéologique entre les deux grandes sociétés industrielles s'apaise. C'est-à-dire il faut que les États-Unis et l'Union soviétique mettent l'accent sur leur parenté au lieu de mettre l'accent, comme ils le faisaient jusqu'à une date récente, sur leur opposition. Oui. Justement, vous écrivez à propos de ce conflit ou cette compétition, comme on voudra, entre le communisme et le capitalisme, entre l'Occident et l'URSS. C'est un sujet qui est très actuel en ce moment. Il le restera pendant une certaine durée. Vous écrivez que, selon vous, la cessation, justement, de ce conflit idéologique peut être envisagée assez facilement.
Oui, parce que vous comprenez, actuellement, il y a une idée qui est à la mode et qui me paraît très grossière. C'est que les États-Unis et l'Union soviétique, ayant de plus en plus le même genre d'organisation du travail, doivent aboutir à la même société. C'est un ultra-marxiste, ultra-vulgaire, car après tout, parmi les sociétés archaïques, il y avait une grande communauté d'organisation technique et une extraordinaire diversité de cultures. Et il n'y a aucune raison que les diversités d'organisation politique ou de culture disparaissent à cause du rapprochement des formes d'organisation du travail. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il me paraît que nous avons prodigieusement amplifié la signification du conflit idéologique entre ce que l'on appelle socialisme et capitalisme. Ce que prétendait le marxisme, c'est que l'industrie, plus la propriété privée, entraînait la misère du grand nombre. C'est manifestement faux. Et puis ensuite, nous, en Occident, nous avons un peu retourné la proposition. Et nous avons dit que l'industrie plus le soviétisme entraînait aussi la misère du grand nombre. Et les deux propositions sont fausses. Je crois que l'industrie, quel que soit le régime, entraîne un certain degré d'embourgeoisement. Il n'en résultera pas que ces frères ennemis ne continueront pas à se combattre, car, après tout, dans l'histoire, certaines des grandes guerres ont été faites de frères ennemis. Mais le conflit idéologique proprement dit me paraît à tel point fondé sur des idées fausses qu'avec mon rationalisme impénitent et l'optimisme méconnu qui me possède, je n'arrive pas à croire que ce conflit idéologique puisse être décisif pour une longue durée. Vous pensez qu'il cessera dans un délai de combien de temps? Vous savez, permettez-moi de vous répondre en sociologue, si vous voulez, et en professeur. On peut à la rigueur se faire des idées raisonnables sur les tendances de l'évolution, certainement jamais sur le temps nécessaire pour y parvenir. Sur les conflits qui aujourd'hui nous obsèdent, on voit très bien à partir de maintenant l'orientation et la direction. Quant à savoir s'il faut 1 an, 10 ans, une génération ou 3 générations pour chacun de ces conflits, ça c'est ce qu'on ne doit pas essayer de prévoir. Vous pensez que le contenu idéologique du communisme aujourd'hui est insuffisant pour nourrir longtemps l'équivalent d'une religion, par exemple? Je ne pense pas que le communisme tel qu'il est vécu en Union soviétique soit aujourd'hui l'équivalent d'une religion. C'est au maximum l'équivalent de la foi dans la propriété individuelle et dans la free enterprise qui anime les citoyens américains, qui tirent leur chapeau à la free enterprise chaque fois qu'ils organisent une nouvelle corporation publique. Et avec un peu d'imagination, on peut se représenter les Russes tirant leur chapeau à la statue de Karl Marx chaque fois qu'ils réintroduiront un certain nombre de mécanismes du marché. Rien n'est plus facile en matière d'idéologie économique que de les oublier dans la pratique. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est parfaitement concevable. Votre livre, je l'ai dit, est une méditation sur la guerre. Lorsque vous pensez aux guerres que ce siècle a vécues, aux 2 grandes guerres, celle de 14 et celle de 39, qu'est-ce qui vous paraît, quel est l'enseignement qui vous paraît le plus évident par rapport à ces 2 guerres, justement? Par rapport aux 2 guerres précédentes, je dirais que l'enseignement n'est pas tellement frappant, car la première guerre, celle de 1914, me paraît comparable à plusieurs des grandes guerres du passé. Par exemple, celle du Péloponnèse. C'est pourquoi je ne cesse de relire Thucydide. La deuxième guerre européenne me paraît comparable en un certain sens aux guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire des guerres d'idéologie à l'intérieur d'une même zone de culture. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la rupture qui, à mes yeux, est intervenue en 1945 avec les bombes atomiques. Je serais beaucoup plus pessimiste sur l'avenir de la paix s'il n'existait pas aujourd'hui les armes diaboliques, les armes de destruction massive. Je sais que cette proposition a un côté scandaleux, car cela consiste à reconnaître que souvent un moindre mal naît d'un horrible mal. Les armes de destruction massive, les bombes thermonucléaires, sont l'horreur même. Mais je pense que cette horreur est notre meilleure chance qu'il n'y ait pas de grande guerre, parce que pour la première fois dans l'histoire, la fameuse formule de Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, une formule évidente d'ailleurs, contre laquelle on avait bien tort de protester, cette formule a cessé d'être vraie. Il n'est plus vrai aujourd'hui que la guerre thermonucléaire soit un instrument rationnel ou raisonnable de politique. Ce serait de la folie. Mon rationalisme ne va pas jusqu'à affirmer que les hommes ne feront pas de folie. Auguste Comte croyait que les phénomènes qui n'avaient plus de fonction ne se produisaient pas. Alors nous avons appris que ce n'est pas vrai. Mais je pense tout de même que le sensé est un peu plus probable que l'insensé. Vous pensez aussi que la guerre de conquête est devenue absurde, en fait, la notion même de conquête est devenue absurde? Je pense qu'il y a 2 grands phénomènes qui justifient une confiance raisonnée dans la non-destruction de l'humanité par la guerre. Le premier phénomène, ce sont les armes de destruction massive.
Et le deuxième, c'est le fait qu'aujourd'hui, la conquête, le pillage, le butin, l'asservissement sont des procédés dérisoires, anachroniques et presque puérils d'enrichir les peuples. Il n'y a absolument pas besoin de conquérir pour enrichir les peuples. Il suffit que le travail soit bien organisé. Il suffit d'investir, de créer des machines. Il y a pour la première fois dans l'histoire une possibilité de richesse pour tous par la rationalisation du travail. Ce qui ne signifie pas que les hommes ne préféreront pas s'asservir les uns les autres, même s'ils n'en tirent rien. Mais à nouveau, comme pour la capacité de destruction, le fait que la guerre soit devenue irrationnelle interdit de perdre confiance ou de perdre courage. Car la rationalité de la société industrielle, ce n'est pas d'exclure toute violence, nous sommes en plein dans le monde de la violence, mais d'exclure la violence démesurée, hyperbolique, en quelque sorte illimitée, des grandes guerres du passé. Ce pourquoi mon livre, je crois, est, en dépit de tout, après une analyse qui passe par de longs sentiers de deuil et de mort, mon livre se termine sur un acte de foi dans la raison humaine, avec le point d'interrogation de ce qu'un critique a appelé le probabilisme dialectique. Si les hommes sont raisonnables, ils ne feront pas de grande guerre. Mais comme le dit un de mes amis, l'homme est raisonnable, les hommes le sont-ils. Vous disiez tout à l'heure que c'est la nature même, la terreur que fait régner l'arme nouvelle qu'est la bombe, par exemple, la bombe thermonucléaire, qui est pour vous un facteur d'optimisme. Vous voulez dire par là que nous aurions connu une troisième guerre mondiale si la bombe H n'existait pas? Je n'irai pas jusqu'à affirmer avec certitude ce qui se serait passé dans l'hypothèse où un des éléments de la situation avait été modifié. Ce que je me borne à croire, en dépit de l'indignation que cette proposition peut susciter, c'est que la guerre serait plus à craindre si elle pouvait être rationnellement conçue par l'un des deux camps comme un instrument en vue d'atteindre un objectif sensé. Mais avec les bombes H, toute guerre qui ne serait pas unilatérale, toute guerre qui ne serait pas la destruction pure et simple d'un peuple par un autre, serait absurde pour tous les belligérants. Si vous voulez une formule, une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique ne pourrait avoir pour vainqueur que la Chine. Or, si nous supposons les grands de ce monde raisonnable, si peu que ce soit, ils n'assureront pas la victoire d'un commun rival. Oui, mais en poussant votre raisonnement à fond, il faudrait souhaiter qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, contrairement à ce qu'on essaie de faire, sur l'interdiction de ces fameuses armes atomiques. Personnellement, je pense que ces discussions comportent une large part de comédie, pour une très simple raison. À l'heure présente, il est parfaitement impossible de savoir où sont stockées ces armes. Même si les deux grandes puissances étaient de bonne volonté, même si elles avaient presque confiance l'une dans l'autre, il serait impossible pour l'une de laisser détruire son stock, parce qu'elle ne pourrait pas savoir avec certitude si l'autre ne conserve pas le sien. De telle sorte qu'on peut concevoir la suppression des expériences atomiques. On peut arrêter la production des armes atomiques. Mais pour une longue période, deux puissances conserveront le moyen de faire sauter la planète. Et je pense qu'il y a une vérité profonde dans cette situation, qu'à partir du moment où l'homme a volé le feu, comme on dit, l'acte prométhéen, à partir du moment où l'homme s'est engagé dans la voie de la civilisation scientifique, il ne se peut pas que les hommes n'aient la capacité de se détruire eux-mêmes. Et si on éliminait les armes thermonucléaires, à la prochaine génération, les biologistes nous donneraient un autre moyen de destruction en grande série. Donc le seul espoir, et je pense que, comme on dit avec les formules à la mode, il a un sens philosophique et existentiel profond, c'est que l'homme est devenu maître de son destin, il est capable de se détruire en tant qu'espèce vivante. Mais il ne le fera pas parce qu'il est raisonnable, ou il ne doit pas le faire, parce qu'il veut vivre, selon la raison. Merci. Je vais rappeler le titre de ce livre, La société industrielle et la guerre de Raymond Aron. Il a paru chez Plomb. Que les grandes guerres n'auraient plus lieu dans l'avant-garde de l'humanité, c'est-à-dire, pour lui, l'humanité occidentale. Mais il y a des compensations, car il avait dit aussi aux Européens de ne pas conquérir militairement le reste du monde. Il leur avait dit que la civilisation occidentale deviendrait mondiale, mais à condition qu'elle ne fût pas conquérante. Alors j'ai pensé que méditer sur la société universelle d'aujourd'hui, à la lumière de l'erreur et de la prophétie cédée par la guerre,
Non pas parce que j'ai un goût particulier pour la guerre, peut-être pour la raison contraire, mais parce que nous vivons au XXe siècle. Alors cette réflexion sur la guerre a pris une forme particulière pour des raisons accidentelles. La Société Auguste Comte de Londres m'avait demandé une conférence en l'honneur d'Auguste Comte et j'ai trouvé qu'il était juste de choisir un thème qui avait l'air de mettre en lumière une erreur énorme d'un grand homme, puisque Auguste Comte annonçait avec une confiance extrême qu'il n'était au début. Raymond Aron a bien voulu venir ce soir le commenter. Je crois qu'on pourrait dire, Monsieur Aron, que ce livre est la réflexion d'un sociologue au milieu de ce siècle sur ce qu'est ce siècle par rapport à ce que prédisaient qu'il serait d'autres sociologues au milieu du siècle dernier. Oui, il est difficile pour quelqu'un comme moi qui, depuis une trentaine d'années, essaye passionnément de comprendre le siècle et le train de l'histoire humaine, de ne pas avoir été obsédé d'Auguste Comte pouvait avoir un certain sens. Qu'est-ce que vous entendez par société universelle exactement? Oh, quelque chose de très simple. C'est, je crois, pour la première fois dans l'histoire qu'il y a une diplomatie planétaire, c'est-à-dire que tous les continents, tous les grands peuples font partie du même champ diplomatique. Vous vous souvenez peut-être d'une anecdote du siècle dernier, lorsque l'ambassadeur de Sa Majesté britannique a été voir l'empereur de Chine en lui demandant de faire du commerce. L'empereur de Chine a répondu. Eh bien, sous ce titre un peu austère, La société industrielle et la guerre, Raymond Aron nous livre une méditation sur l'un des problèmes, l'un des thèmes contemporains qui sont encore malheureusement le plus brûlant, à savoir la guerre et, en un certain sens, on peut dire l'absurdité de la guerre. Comme tous les livres de Raymond Aron, c'est un essai qui respire l'intelligence, qui donne au lecteur, d'ailleurs, l'impression toujours très agréable, après avoir lu le livre, qu'il est devenu aussi plus intelligent.